Salut à tous, bonne année. Alors bienvenue dans ce nouveau top consacré aux meilleurs films 2016. Je fais ça depuis 2 ans, ça marche toujours très bien et je suis toujours très content de voir vos commentaires et vos réponses suite à ces vidéos. Donc j'ai encore une fois eu du mal à faire un top 10, mais j'ai pas envie de faire top 15 ou top 20 parce que je trouve que ça nous entraîne aussi à connaître nos ressentis qu'on a fait sur les films. Encore une fois, en tout cas, n'hésitez pas à mettre le vôtre dans les commentaires, ça nous fait toujours très plaisir et puis ça nous intéresse beaucoup de savoir un peu vos goûts. Sachant qu'il y a sûrement des films que je n'ai pas vus dans vos listes. D'ailleurs, en parlant de ça, évidemment, je n'ai pas vu tous les films du monde. Je n'ai pas vu par exemple Manchester by the Sea, je n'ai pas eu le temps et Dieu sait que j'aurais eu envie de le voir avant de faire ce top. Et d'autres films que je n'ai pas en tête, je pense là tout de suite, mais que je n'ai pas vu du coup cette année, donc qui n'apparaîtront pas dans le top. Bref, passons au top tout de suite. Numéro 10. Le ciel attendra. Et c'est un film français qui décroche cette 10ème place, c'est un film qui n'a pas trop fait parler de lui. Et j'ai envie de parler de ce film car je trouve qu'il est apparu vraiment au bon moment. C'est un film qui parle de la radicalisation de jeunes filles vers l'État islamique. Et je pense que c'est important de savoir comment peuvent se passer ces événements au sein d'une famille qui est a priori tout à fait normale. C'est un film qui a un caractère important et qui base son écriture sur une mentalité que peu de gens peuvent vraiment comprendre. Il y a 3 histoires dans ce film-là et le scénario arrive magnifiquement à les lier et à les croiser. Elles suivent un différent chemin mais ramènent toujours vers la radicalisation mais aussi la déradicalisation. Et c'est le point très fort du film qui dispose d'ailleurs d'actrices vraiment rayonnantes. Car après, la mise en scène reste très sobre. Parfois même à la limite du documentaire pour nous ancrer encore plus dans cet aspect de réel. Il y a même un personnage qui n'en est pas un, où c'est la femme en question qui s'y connaît beaucoup en mentalité de jeune, en radicalisation, qui joue son propre rôle dans le film. Et donc voilà, pour moi c'est un film qui est d'utilité publique, qui parvient à parler d'un sujet qui est encore très sensible et il y arrive avec élégance et subtilité. Pour ça je dis vraiment bravo et je trouve ça dommage qu'on n'en ait pas plus parlé. Numéro 9. Captain Fantastic de Matt Ross. Un film qui donne une bouffée d'air au cinéma indépendant. Un film qui est clair et lucide. Le message qu'il cherche à envoyer ne porte pas spécialement de jugement ou de morale. Il veut nous faire croire à une critique pure de la société de consommation, etc. Mais il parvient à donner au spectateur un revers de veste quand Viggo Mortensen et ses enfants arrivent en ville. Où on se rend compte que le comportement de Mortensen au sein de sa famille est aussi très dangereux. Il y a en permanence en fait une remise en question des deux côtés. Et pour cela, Matt Ross il se base sur un truc fondamental. C'est sur l'évolution des enfants et surtout leur bien-être. Le message n'est donc pas une critique, c'est plus une mise en situation de cette Amérique qui est si triste, qui est si ancrée dans ses bases qui devraient être changées. Et la famille en fait elle est comme un petit rayon de soleil anachronique qui nous donne une charge d'émotions très variées allant de la joie à la tristesse, à la rage, à la peine. C'est un film très beau qui dispose en plus d'une réalisation très distinguée avec ses plans dans les forêts majestueux, ses plans très serré, notamment sur les enfants, sur Viggo Mortensen pour exprimer encore plus l'émotion. Les acteurs sont excellents, Mortensen le premier avec tous les enfants qui sont juste incroyables. Enfin, voilà, c'était un film qui m'a beaucoup touché et donc je vous le conseille. Numéro 8, Mademoiselle de Park Chan-wook. C'était pour moi une évidence que ce film se retrouve dans mon top personnel. Mademoiselle, c'est un conte obscur et sensuel. C'est l'objet d'un cinéma d'une élégance remarquable qui n'est pas sans rappeler du coup la réalisation si soigné de Park Chan-wook, qui s'inscrit d'ailleurs dans la droite lignée de ses thrillers, un manipulateur, et dont la maîtrise et la liberté de création se savoure encore plus film après film. Mademoiselle, il dispose d'une mise en scène extrêmement hypnotisante, dans ce choix de cadre ressemblant à des peintures, dans ces lumières vraiment très flamboyantes, représentant très facilement et très distinctement la Chine des années 30 et avec une plastique absolument parfaite. Mais c'est aussi son contenu qui le rend poignant. Mademoiselle, c'est un film d'opposition et de rapport de force, voire de domination. Et l'essence de cette domination, il la met dans son background de la Corée qui est occupée par l'envahisseur japonais. Et elle se propage dans toutes les relations entre les personnages. Ces personnages justement qui ne cessent de s'échanger des rapports de force à travers les 3 actes distincts du film. Et avec au cœur la recherche d'un équilibre en fait, qui est mu par un amour fou. C'est une fascination réciproque très intense, une passion qui mène d'ailleurs à une fin absolument magnifique et très élégante, qui est d'ailleurs aussi belle que libératrice. Et c'est à travers tout ça que Mademoiselle, c'est un film passionnant, très intimidant, qui offre au spectateur vraiment une expérience rare et unique en son genre. Qu'il s'agisse du contenu de l'histoire, de ses personnages extrêmement profonds et bien écrits, ou de son cadre millimétré de bout en bout. Et ça, bravo pour toi, Park Chan-wook. Je crois qu'il y a l'une des meilleures scènes de cul. C'est pas une blague, mais vraiment l'une des meilleures scènes de sexe que j'ai jamais vues dans un film au cinéma. Si ça peut vous chauffer pour aller le voir, allez-y. Numéro 7, Spotlight de Thomas McCarthy. Spotlight, c'est pas un film qui brille vraiment par sa réalisation ou son image, mais plus par sa narration, son contexte et ses acteurs. Ce que j'adore avec ce film, c'est que Spotlight parvient à être passionnant sans en faire des caisses. Et comme Le ciel attendra, pour moi ce film il est utile et nécessaire. Les premières minutes donnent complètement le ton, le tempo va être très soutenu, les dialogues très francs et directs sans s'embrouiller dans du gras inutile, et la caméra qui va se plier à une transparence pour mieux cerner les acteurs. Et au détour de quelques témoignages assez crus, le film il parvient à être absolument passionnant de bout en bout. Il devient captivant et le processus d'empathie se met vraiment complètement en marche. Peu importe nos croyances, ce que nous venons d'entendre est tout simplement
simplement ignoble. Et il faut pas se rebuter à ça. Il ne faut pas ignorer ce qui a pu arriver et c'est en ça que ce film est vraiment très fort dans ce qu'il dit. Nous ne voulons qu'une chose tout le film, peu importe encore nos croyances, c'est que ces enfoirés se retrouvent derrière les barreaux. Et du coup Spotlight parvient à remettre en cause les appartenances religieuses et les nombreux secrets qui peuvent s'y cacher. Et il parvient à être déchirant rien qu'avec ça. On sort de la salle assez déstabilisé, on a perdu un peu foi en l'humanité, mais on est assez content d'avoir pu voir un film comme ça, parler d'un sujet aussi sensible et dangereux. Il offre vraiment une sensation unique avec une réalisation très sobre, donc pour moi je dis bravo. Numéro 6, The Revenant de Inarritu. C'est un film qui deviendra un classique, c'est évident. J'ai bizarrement eu des retours assez négatifs de plusieurs de mes potes qui le trouvent un peu chiant, un peu redondant, etc. Et je peux le comprendre, c'est un style très particulier, Inarritu, il aime prendre son temps et il adore composer son cadre. Mais à travers ça, il est vrai que l'histoire en elle-même n'est pas révolutionnaire. Ce qui est révolutionnaire, surtout pour moi dans The Revenant, c'est ses prouesses techniques qui m'ont vraiment scotché la rétine quand je l'ai vu. Et ces prouesses techniques, en fait, dynamisent le fil de l'intrigue qui, en somme, est assez simple. C'est tout simplement la vengeance d'un mec qui a été lâché par son groupe, qui est en train de subir une sorte de rédemption pour retrouver celui qui l'a lâché. Qu'est-ce qu'on en prend dans la gueule, je trouve. C'est impressionnant. Depuis ses débuts, Inarritu, il a cette volonté de mettre en scène la nature profonde de l'être humain. De le mettre à nu, parfois littéralement du coup, pour parvenir à capter son essence encore mieux. Et en ça, The Revenant, c'est un film tout à fait hors norme, c'est un film très physique, très spirituel, mais qui n'est pas là pour faire du bien au spectateur justement, il est là pour le déstabiliser complètement. Il cherche à le brutaliser de la même manière que DiCaprio est brutalisé dans le film, par la présence de scènes chocs qui représentent vraiment des grosses agressions physiques, je pense notamment à la scène de l'ours, putain de merde, mais également sur la durée justement, sur la durée de cette souffrance que doit endurer le personnage de Leonardo DiCaprio. Et cette durée, il l'exprime par une répétition au niveau de la narration, mais qui est complètement volontaire, par cette souffrance justement qui se déroule pendant tout le film, il dure quand même bien 2h30 je crois, et par ce personnage incarné du coup par un excellent DiCaprio qui est en pleine transcendance. C'est vraiment une expérience très particulière The Revenant, qui est vraiment très dure, très vive, qui nous plonge un peu dans un espèce d'univers hyper viscéral, dans une aventure complètement instinctive et primale. Et en ça, c'est vraiment assez incroyable de voir ça au cinéma. Et on arrive au top 5 où je ne vais pas être objectif du tout. Donc numéro 5, The Neon Demon de Winding Refn. C'est un de mes gros coups de cœur de l'année. Étant donné que j'ai eu de nombreux d'ailleurs retours sur mon Avis Express concernant ce film, où on m'avait dit que c'était un des meilleurs que j'avais fait, je pense que je vais éviter de trop m'attarder à répéter ce que j'ai dit dans l'Avis Express, que je pense d'ailleurs avoir bien écrit. Donc je vous mettrai le lien, il apparaîtra quelque part si vous voulez, et vous pourrez aller le voir. Là, je vais vous en parler rapidement. Et pour faire bref, c'est un film qui m'a scotché du début à la fin. Malgré la volonté de Refn, parce qu'on m'avait expliqué ça, que dans une interview, il disait que son film était... il l'avait fait de manière vide, complètement dénué de tout intérêt, en fait, narrativement, pour représenter le vide des mannequins. Moi, je l'ai pas vu comme ça. C'est pas parce que je l'ai pas vu comme le réal que je suis forcément en tort. Au contraire, justement, j'ai réussi à plus kiffer en imaginant des choses que pouvait dire le réal. Et pour moi, en fait, ce film, il est complètement emblématique d'une société très superficielle, très aseptisée, où de jeunes personnes sont justement très rapidement influencées. Et en plus d'être un espèce de cauchemar éveillé, The Neon Demon, c'est vraiment... Il représente tout ce qui pourrait être un cadeau empoisonné en cinéma. Une sorte de fascination que l'on a pour ces plans très minutieux, cette musique si parfaite, ces actrices toutes plus flippantes les unes que les autres, et cette lumière très symbolique variant du rouge au bleu, du bleu au rouge, en passant par des couleurs parfois très fades et très naturelles pour ancrer une réalité encore plus sordide. Bref, il y a tout un récit visuel plus que narratif limite. C'est pas un film comme Refn fait d'habitude, mais il m'a vraiment scotché à mon siège, et pour moi le fil de l'histoire qui est très très simple n'est qu'un prétexte pour pouvoir montrer ce qu'il peut raconter visuellement. Refn est très prétentieux, hein, il ne l'a jamais vraiment caché, et donc du coup ça m'étonnerait pas qu'il ait quand même volontairement fait ça, plus pour montrer que du vide. On passe au numéro 4, Les 8 salopards de Quentin Tarantino. Tarantino encore dans un top, oui. Et pour moi, c'est même un des meilleurs films de Tarantino jusqu'à ce jour. Très différent de ce qu'il a pu faire, et qui plus est, on sent même comme un progrès chez le réalisateur. L'humour se fait plus affûté, les scènes de tir aussi. Et pour la première fois dans un film de Tarantino, on peut vraiment voir un discours social et politique qui est ancré dans son contexte. Celui d'ailleurs de l'héritage et de la violence. Les fondations sanglantes d'une nation qui sort tout juste d'une putain de guerre, et qui donc ancre dans son contexte historique la haine envers les Noirs, envers les Mexicains, envers les étrangers, le sort réservé aux femmes. Et si on ajoute à cela encore des dialogues hyper coupants comme des lames de rasoir, où aucune phrase ne fait faux bond, où
Aucun mot ne sonne comme une fausse note. Les 8 salopards, c'est un thriller incroyable, géré de bout en bout. C'est une chasse aux faux semblants et une plongée paranoïaque opposant les racines de la nature américaine. Et pour moi, ça devient un film du coup très important dans la filmographie de Tarantino parce que il se distingue des autres. Il a une élégance sans jamais entrer dans l'absurdité comme Tarantino aime souvent faire. Bon, à part peut-être à la fin parce que bon, c'est quand même Tarantino, hein. Et puis il dispose d'une panoplie d'acteurs parfaits. Et c'est un véritable coup de maître que fait là Tarantino qui revient un peu sur les bases de son cinéma d'ailleurs, car il s'agit d'une œuvre très noire et sombrement intelligente qui fait vraiment mouche du début à la fin. Puis il y a la musique d'Ennio Morricone. À partir de là, numéro 3. Room de Lenny Abrahamson. On rentre là dans les films qui sont très difficiles à analyser pour moi parce que c'est des expériences que j'ai vraiment incroyablement bien vécues sur le moment. Le genre de film où t'as pas envie d'analyser tellement tout est beau et Room fait partie d'un de ces films là. C'est un film qui te risquait tellement de tomber dans le cliché du téléfilm à la con, mais il est tellement extrêmement puissant dans ce qu'il montre et dans ce qu'il raconte. On commence par la plus grande force du film qui est pour moi clairement le duo principal, Brie Larson et Jacob Tremblay qui sont absolument incroyables, qui sont super justes, mais mention spéciale encore à ce jeune homme qui exprime toutes les émotions possibles dans les yeux d'un enfant, qui joue vraiment sur plusieurs contrastes émotionnels en une fraction de seconde, et c'est incroyable de voir un acteur aussi jeune, aussi talentueux. Et ce duo est aidé par une écriture qui est sur la vraisemblance psychologique et l'insouciance du jeune homme dans un environnement qui est pourtant très dangereux. Et Abrahamson choisit de faire une mise en scène très iconique pour choper encore plus le côté sensitif et organique de son sujet. Et tout fonctionne. Tout fonctionne, putain. Le film se suit sur ces deux parties tout en traitant les deux profils psychologiques très différents. Entre l'enfant qui découvre un monde qu'il n'imaginait même pas et la femme qui vient juste de subir un syndrome post-traumatique, que doit d'ailleurs subir l'enfant car c'est le seul être qu'il a pu connaître en 7 ans. Enfin bref, tout est beau, tout est tendre, tout est vrai, et il y a pourtant un ton assez glauque évidemment dedans. C'est un film merveilleux qui peut vraiment que susciter de la sensibilité pour les plus sceptiques d'entre nous. Donc voilà, je vous conseille vraiment de le voir, il est très bouleversant. Numéro 2, un blockbuster. Dernier train pour Busan de Yang Sang-ho. Là pareil, j'ai du mal vraiment à analyser vraiment ce film parce que ça a été un coup sur la gueule dès le début. C'est un des meilleurs films de zombies que j'ai pu voir, un des meilleurs films d'action que j'ai pu voir. C'est un film absolument incroyable qui gère de bout en bout ses scènes cut, son action, le design de ces zombies et l'histoire qu'il y a derrière, parce que c'est pas un blockbuster à la con justement, c'est pas un blockbuster qui va juste te mettre en place, déjà que l'idée est ouf, hein, le fait que ça soit une attaque de zombies dans un train, il y a donc une mise en scène très claustrophobe, une mise en scène très cut, hyper saccadée qui te met vraiment les yeux scotchés à ton siège, mais en plus de ça, il y a vraiment un message de notre société d'aujourd'hui. Chaque personnage qui ressemble un peu à un cliché d'un film d'action à la con, représente un statut de la société, entre le bureaucrate de merde, entre le père qui est pas vraiment en deuil, mais qui, disons, doit reconquérir en quelque sorte son enfant qui n'a plus vraiment confiance en lui. Le fameux futur daron hyper balèze qui défonce tout sur son passage, qui doit protéger sa femme enceinte. Il y a plein de personnages comme ça qui ne demandent pas vraiment d'avoir des échanges pour qu'on puisse être attaché à eux, et c'est ça qui est super fort dans ce film là. C'est que ce film arrive à nous attacher aux personnages sans vraiment connaître beaucoup d'eux. Et à travers ce message qu'il y a derrière du coup de notre société qui part en couille, et cette action qui est en permanence sur les différents plans, ces différentes séquences, Dernier train pour Busan, c'est un film putain de merde où tu ne respires pas, et qui en plus se conclut avec une fin hyper majestueuse, hyper élégante, où il aurait tellement pu terminer dans une fin beaucoup plus banale. Là il choisit un côté très dramatique et très intense qui a vraiment beaucoup marché sur moi. Donc si vous en avez marre de vous fier au Resident Evil, si vous voulez voir des films de zombies, bah allez voir Dernier train pour Busan, c'est une putain de claque cinématographique. Et enfin, on arrive au numéro 1. Premier contact de Denis Villeneuve. Denis. T'es un de mes réalisateurs préférés, je crois. Vraiment, entre Incendies, Prisoners, Enemy, Sicario, t'as jamais vraiment fait faux bon. Mais alors là, Premier contact, c'est un film de science-fiction hypnotique, brillant, complètement brillant et absolument bouleversant, d'ailleurs porté par une Amy Adams absolument incroyable. Ça commence sur une voix douce d'Amy Adams, sur un ton assez gris et sombre qui nous raconte une histoire. J'en dis pas plus, c'est ouf. Denis Villeneuve ne manque jamais de culot pour nous montrer en fait ce qui est censé être le sujet principal, très souvent en hors-champ, et en fait en simple prétexte. Les aliens dans ce film-là ne sont qu'un prétexte pour livrer un drame intime, familial, hyper intense, tout en offrant une petite touche de fantastique. Le seul défaut, mini défaut que je pourrais reprocher à ce film-là, c'est que j'ai l'impression que le scénario, que Denis Villeneuve a eu
un peu le stress des grosses productions qui se disaient attention, 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 le grand public est con, donc il faut que tu sois plus grossier dans ce que tu veux raconter. Et ça me fait un petit peu chier. Ça me fait un petit peu chier parce que tout ce qu'il y a dans ce film-là est extrêmement subtil, et il y a juste le moment où il y a des révélations pendant le film qui sont assez grossières en fait, parce que... Et ça n'a tellement rien à voir avec le reste du film en fait. Tout le film prend son temps, tout le film installe une atmosphère hyper à la fois froide et hyper chaleureuse et hyper intime. Tout est très très intime dans ce film là en fait, que ce soit au niveau de la musique qui semble hyper personnelle, de la mise en scène avec des cadres somptueux de bout en bout, que ce soit même le jeu des acteurs ou même l'histoire personnelle d'Amy Adams. Et encore une fois, les aliens ne sont qu'un prétexte. Le taf d'Amy Adams dans ce film, c'est d'être traductrice et de savoir ce que les aliens veulent dire, mais savoir ce qu'ils veulent dire ou pas, on sait pas trop, et c'est pas le plus important dans le film. Avec sa mise en scène très clinique en fait et très mathématique, Denis Villeneuve il cherche à nous montrer en fait un film sur les réactions humaines et sur les conséquences qu'il peut y avoir après. Les conséquences surtout face à l'inconnu, parce que les gens ont peur. Et cette incertitude correspond parfaitement au monde d'aujourd'hui. Il est mis en scène par un repli, par quelque chose où on se renferme plutôt qu'une ouverture aux... Enfin voilà, c'est juste ouf, tout est ouf quoi, l'histoire se suit de bout en bout, il y a vraiment quelque chose d'intime encore, c'est vraiment purement intime, c'est quelque chose que tu peux ressentir que personnellement en allant le voir, mais c'est un film qui brille partout quoi. Denis Villeneuve il a réussi à mettre de côté son style qui était assez froid, que j'aimais bien hein, mais qui était assez froid, mais pour mieux nous toucher en plein cœur en fait, dans un final complètement bouleversant, et avec tout ça, enfin... C'est vraiment très dur de l'analyser, hein. Je ne peux que vous le conseiller par rapport à ce que j'ai pu dire. Mais en tout cas, moi, si je peux dire quelque chose en plus, c'est que j'attends impatiemment du coup Blade Runner 2049, qui est réalisé par Denis Villeneuve, en espérant que les productions lui lâchent la grappe. Ça fait longtemps que j'ai pas dit lâche la grappe, mais voilà, Premier Contact, c'est un film absolument oufissime, bouleversant, qui brille par son scénario, par ce qu'il raconte, par le jeu d'acteur, par la lumière, par le cadre, par l'histoire, par le design des aliens aussi qui est très original en passant, film incroyable. Voilà, c'est la fin de ce top 10, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle aura pas été trop longue. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre le vôtre dans les commentaires, ça nous fait toujours super plaisir avec Gabin de pouvoir regarder. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, bonne année à vous, ciao!